Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, vous savez qui sont nos partenaires, les Indés Radio, 130 Radio, également partenaires sur l'ensemble du territoire, et avec TV5 Monde, 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter, et puis après la météo, l'invité politique c'est Jordan Bardella aujourd'hui, c'est la tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes qui sera sur ce plateau. Enfin la troisième partie avec l'actualité parlementaire et politique de notre émission, mais tout de suite, c'est le JT des territoires et on s'y retrouve. À tout de suite. Dans l'actualité aujourd'hui, la Banque Alimentaire lance une application anti-gaspi. Elle permet d'éviter les invendus chez les commerçants. Proxidon, c'est le nom de cette application qui permet ainsi aux commerces alimentaires de proximité de faire don en ligne de leurs invendus ou de leurs surplus encore consommables à des associations caritatives. Les explications d'Anne-Sophie Pierson pour Via Mirabel, notre partenaire. 3 kg de fruits et 4 kg de légumes. Depuis ce matin, c'est un panier de 7 kg, essentiellement des fruits et légumes, qui est mis à disposition des associations. Grâce à l'application Proxidon, lancée par la Banque Alimentaire de Moselle, tous les commerces de Metz peuvent désormais proposer leurs invendus aux associations en un clic. Le commerçant a simplement à indiquer le grand type de produit qu'il souhaite donner. Donc vous avez différentes catégories, comme par exemple les boissons, les condiments, les conserves, les produits de crèmerie, les œufs. Il faut qu'il indique la quantité en kilos, le poids. Les 8 associations partenaires de la Banque Alimentaire sont aussitôt alertées par SMS. En 2 mois, c'est une tonne de marchandises qui a ainsi été collectée, l'équivalent de 2000 repas. Un système de collecte complémentaire détourné effectué chaque jour par la Banque Alimentaire. Il nous manquait un outil pour aller dans les tout petits magasins, dans les petites surfaces, notamment des centres-villes, où soit on n'a pas accès avec nos camions, soit les volumes qu'ils nous proposent ne justifient pas une tournée, mobiliser un camion et des chauffeurs. Et l'objectif, il est aussi très qualitatif et très communication, c'est de pouvoir dire que tout commerçant à terme, tout commerçant de Metz qui souhaite, qui peut donner des produits, peut les donner et trouve une association pour aller le chercher. Pour l'association Partage Alimentaire de Metz-Borny, qui aide une trentaine de familles, c'est un complément aux livraisons hebdomadaires effectué par la Banque Alimentaire. Chaque semaine, c'est en moyenne 30 kg de denrées supplémentaires qui sont ainsi collectés par les bénévoles. Ça nous permet d'avoir des fruits et légumes frais, enfin ce que les magasins veulent nous donner, mais surtout éviter le gaspillage, parce que si nous on ne va pas chercher, ils jettent. 7 commerces de l'agglomération messine, essentiellement des petites surfaces, ont déjà rejoint l'application. La Banque Alimentaire espère à terme convaincre tous les commerces messins de participer. Comme beaucoup de gens, vous cherchez peut-être un emploi, vous aimez la mer, eh bien sachez que le secteur maritime peine à recruter. Alors pourquoi ne pas tenter votre chance? Les professionnels du secteur étaient réunis il y a quelques jours à Lorient, à l'occasion du rendez-vous Océan B2B, c'est son nom. Karine Chevrolier de la chaîne TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, était sur place pour nous. Construction navale, sécurité, sûreté, pêche, énergie marine renouvelable, course au large, la liste est encore longue, c'est celle du secteur maritime. Un domaine en plein développement, confronté aujourd'hui à un réel manque de main, de matière grise, en cause une image écornée. Nos métiers ont totalement évolué. On n'est pas du tout sur ce qu'on appelait l'industrie lourde. On est sur des métiers extrêmement innovants, des métiers à haute valeur ajoutée. On a des produits qui sont tout aussi emblématiques que l'aviation. Voilà, on parle moins de nous, et pourtant. Et pourtant, même si les entreprises du secteur peinent à recruter, les postulants seraient bien là. On a des candidats qui sont motivés et qui ont besoin d'être peut-être mis en relation avec ce tissu économique qui est souvent fait de PME, qui n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens d'aller à la rencontre des candidats, de gérer des campagnes de recrutement, etc. Je pense qu'il faut des ponts entre les deux. Des ponts, mais également des formations adaptées à des besoins bien spécifiques qui répondent aux attentes des entreprises. Les initiatives en ce sens voient le jour.
Vous avez des initiatives, par exemple autour de Naval Group, qui est en train de monter une structure avec donc un recensement des formations, avec une harmonisation des formations au niveau national. À Lorient, on sait très bien qu'on recherche du personnel dans tout ce qui est nautisme. Là, il y a des initiatives intéressantes avec l'AFPA pour former donc en quelques mois des personnes qui seront à même de répondre aux besoins de ces entreprises. Des entreprises qui recrutent, plus de 1000 offres seront proposées au salon ProEmer à Lorient en mars prochain. On se rend en Occitanie à présent pour une remise de prix à prendre au deuxième degré. Des bancs scindés en deux ou encore des pics au sol. Ces deux aménagements urbains ont pour objectif d'empêcher les sans-abri de s'allonger. La Fondation Abbé Pierre a organisé la première édition de la cérémonie des pics d'or. Cette cérémonie récompense satiriquement, bien sûr, les pires dispositifs anti-SDF. En voici le palmarès avec Anthony Kunz pour Via Occitanie. Des bancs scindés en deux ou encore des pics au sol, ces deux aménagements urbains ont pour objectif d'empêcher les sans-abri de s'allonger, une situation qui interpelle les passants. C'est une honte, tout simplement. En fait, il n'y a plus de place pour les gens dans la ville, à part ceux qui consomment, et c'est bien dommage. C'est un peu gênant, quoi. Il faut quand même reconnaître qu'on ne vit pas tranquillement avec cette idée dans l'arrière du cerveau en se disant quand même ça serait mieux si ça se passait autrement, quoi. Pour la directrice Occitanie de la Fondation Abbé Pierre, Sylvie Chanvoux, ce phénomène n'est pas propre aux grandes villes. C'est partout où on repousse et c'est partout où aujourd'hui on préfère ne pas voir que des gens n'ont pas de toit pour vivre et où, au lieu d'apporter une réponse qui pourrait être de la construction de logements ou des propositions d'hébergement, finalement, on propose des dispositifs qui repoussent encore plus loin des centres-villes les personnes qui n'ont rien. Ce mercredi, la Fondation Abbé Pierre organise la première édition de la cérémonie des pics d'or. Cette cérémonie récompense satiriquement les pires dispositifs anti-SDF. 6 prix seront décernés et Montpellier est en lice avec cet aménagement urbain dans la catégorie des plus agressifs. À Toulouse, l'association Droit au logement a lancé son propre concours et 5 lions ont été récompensés. Il a ce côté quand même, à la fois, on pense pouvoir quand même s'installer et en fait non. Il est très vicieux celui-là, je trouve. Ce mobilier urbain situé devant une enseigne de grande distribution s'est vu décerner le titre du pic violet, un clin d'œil au pic d'or de la Fondation Abbé Pierre. À présent, c'est la ville de Montreuil, en région parisienne, qui lance l'Observatoire du partage. Le concept de ville partagée donne lieu depuis 10 ans à un mouvement international, passant notamment par San Francisco ou Montréal. Et l'idée fait son chemin en France, et notamment à Montreuil. Cette association veut par exemple doter la municipalité d'un centre de ressources. Un reportage de Cédric Dandeville pour Via Grand Paris, regardez. Gestion des déchets, habitat, mobilité, et si, face à ces grands enjeux urbains, les solutions innovantes venaient des habitants eux-mêmes. Le concept de ville partagée donne lieu depuis 10 ans à un mouvement international, passant notamment par San Francisco ou Montréal. Et l'idée fait son chemin en France. À Montreuil, l'Observatoire du partage vient d'être lancé. Cette association veut par exemple doter la municipalité d'un centre de ressources. C'est-à-dire la création d'une base de données internationale sur des actions de partage, en particulier au niveau des politiques municipales d'un côté, mais surtout ce qu'on voudrait contribuer à apporter, c'est une orientation des politiques qui tiennent compte de cette philosophie dès le départ. Une philosophie de la participation qui doit aussi infuser directement dans la population. Pour cela, un grand événement annuel est au programme. Les routes du partage se tiendront pour la première fois en mai prochain dans plusieurs espaces publics de la ville. Vous pouvez venir sur ces lieux apporter des objets qui ne vous servent plus mais qui peuvent servir à quelqu'un d'autre, qui peuvent faire plaisir à quelqu'un d'autre. On voudrait aussi axer sur la mobilité dans la ville et faire en sorte que des gens de tel quartier puissent faire visiter leur quartier à des Montreuillois d'un autre quartier. Pour faire vivre l'entraide à Montreuil, l'Observatoire du partage peut s'appuyer sur un solide tissu associatif. La commune de Seine-Saint-Denis compte 3000 associations pour 100 000 habitants. Voilà, notre invité politique en direct sur ce plateau tout à l'heure, c'est Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. Il sera là tout à l'heure. Et puis dans le Club de la presse, on parlera aussi d'un monde nouveau. Vous verrez, il tentera de naître en Occitanie. On en parle dans un instant. Pour l'instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. Bonjour Saveria, on commence avec la une de Paris-Normandie, le beau temps
ce week-end partout et qui va continuer. Il y avait comme un air de printemps ce week-end partout en France et au Havre, comme ailleurs. Tout le monde a profité du soleil. Un soleil qui n'avait pas beaucoup été présent depuis le début de l'année. Le beau temps devrait rester quelques jours encore, alors que le début du printemps n'aura lieu que dans un mois. Le beau temps a attiré les promeneurs en bord de Marne, en bord de mer et dans les parcs ce dimanche au Havre. Pique-nique, jeux, sport ou simples balades. Ils étaient nombreux à saisir cette trêve de l'hiver, entre amis ou en famille. Voilà, avec la météo des territoires. Tout à l'heure, on confirmera cette tendance au beau temps. La loi anti-gaspi est efficace. Elle est à la une du bien public, un des journaux du groupe EBRA ce matin. La loi Garot, mise en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, a été votée il y a 3 ans. Le texte oblige les supermarchés à donner leurs invendus. Pour l'auteur de la loi, le député Guillaume Garot, ça marche. Il constate 50% de dons en plus dans certains départements. La loi interdit aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de jeter de la nourriture et de rendre leurs invendus impropres à la consommation. Elles sont tenues de donner ces invendus à des associations, le tout sous peine d'une amende de 3 750 €. Par exemple, dans le Nord, le Secours populaire a vu les dons des grandes surfaces bondir de 40%. Et j'en profite pour dire qu'à partir de lundi jusqu'à jeudi, nous serons, nous, en direct du Salon de l'Agriculture. Et vous serez là, évidemment, Saveria. À la une de Sud-Ouest, des médecins à recruter en urgence. Va-t-on manquer de médecins dans les Pyrénées-Atlantiques? La région compte 686 médecins pour 675 000 habitants, des médecins à la moyenne d'âge élevée, en particulier en Béarn et dans le Pays Basque. Pour remédier à cette situation et assurer le renouvellement, le département et l'Agence régionale de santé ont créé un dispositif commun pour recruter justement de nouveaux médecins. Voilà, DNA. Dernière nouvelle d'Alsace, un des journaux du groupe EBRA avec un scrutin sous surveillance ce matin à la une. Les élections européennes, un scrutin sous surveillance alors que le risque d'une cyberattaque est important. Pourquoi ? Eh bien, les élections vont se dérouler non seulement sur plusieurs jours, et puis dans 27 pays, ce qui multiplie les risques d'attaque, fausses informations via Internet, falsification des résultats, des menaces prises très au sérieux par la Commission européenne, la Russie, et sans surprise, le suspect numéro 1. Merci Saveria, et on retrouve évidemment en troisième partie de notre émission pour l'actualité parlementaire. À tout à l'heure. Dans un instant, le Club de la Presse. Voilà, Club de la Presse ce matin avec Christophe Gauthier, rédacteur en chef de VSD et éditorialiste à 100% Radio. Bonjour, avec bonjour vous Cyril, tout à l'heure. bonjour à tous. Nous parlerons des différents carnavals qui ont lieu sur tous les territoires, dans toute la France. Il y en a un paquet et c'est traité dans VSD ce mois-ci. Bonjour Marie-France Marchand-Bailey, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-présidente du groupe La Dépêche. Et bonjour Éric Soto, vous êtes président cofondateur d'Arcour Énergie. Et ensemble, vous avez décidé un jour, d'abord parce que vous êtes amis, de prendre les choses en main et de traiter l'émergence de ce nouveau monde qu'on souhaite tous voir arriver, prendre en main à partir des territoires les problématiques de la transition écologique, de l'énergie, et ça va donner lieu à un rassemblement à Perpignan. Et d'ailleurs, on va tout vous demander pourquoi Perpignan, hein, c'est la première question qui vient à l'esprit. Alors tout d'abord, pourquoi un groupe de presse comme le nôtre décide un jour de s'emparer de ce sujet ? Le groupe Dépêche, c'est 400 000 journaux tous les matins, 2,5 millions de lecteurs avec nos sites web et nos journaux papier. 13 départements d'Occitanie. 13 départements qui couvrent l'ensemble de l'Occitanie, et ce sont les titres La Dépêche, Midi Libre, L'Indépendant, La Nouvelle République des Pyrénées, etc. Nous sommes donc au cœur de la vie de nos concitoyens. Et cela nous donne une responsabilité sociale et sociétale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous préoccuper de cette transition écologique qui devrait être le sujet majeur pour l'ensemble des politiques actuellement. Parce que quand on voit ce qui se passe sur la planète, et vous devez le traiter régulièrement, il est indispensable pour les jeunes générations que nous nous saigissions de ce sujet et que nous n'en fassions pas un sujet d'écologie punitive, comme ça a malheureusement souvent été le cas, mais au contraire quelque chose qui porte de l'espoir pour les générations futures. Mais pourquoi Perpignan alors? Parce que vous vouliez le faire naître du territoire? Parce que c'est au cœur de notre territoire, c'est un peu au centre de la région. Le palais des congrès de Perpignan que nous avons choisi est au centre d'un poumon vert. Et puis surtout, c'est un clin d'œil à Dali, puisque la gare de Perpignan était le centre du monde pour Dali, et notamment sa gare.
Et nous nous sommes dit que finalement, les territoires pouvaient être le centre du monde à partir du moment où on arrivait à mobiliser l'ensemble de nos concitoyens, toutes générations confondues. Alors pourquoi vous, Éric, vous avez décidé de vous associer à cette opération qui naît dans un territoire? Pour nous, ça a été une évidence. Ça fait, chez AQ Énergie, ça fait 16 ans qu'on pousse un nouveau modèle énergétique décentralisé et durable. Alors qui dit décentralisé dit au cœur des territoires. Donc on a vu depuis 16 ans ces mutations se mettre en place. Et nous, on a souhaité accompagner depuis toujours, bien sûr, cette transition énergétique. Mais au cœur de ces territoires, ça nous a amené aussi à nous impliquer dans la transition agricole. Et en fait, depuis depuis 16 ans, on essaye de pousser ces deux transitions. Alors, pour rejoindre Marie-France, Perpignan nous a paru aussi comme une évidence, puisqu'on a démarré nos projets énergétiques du côté de Fitou, donc pas très loin de Perpignan, et on les a prolongés au centre du monde, comme le disait Dali, enfin la gare de Perpignan, avec un projet de tuiles solaires fin 2009-2010, qu'on avait initié là-bas et qu'on va essayer de relancer globalement et montrer à la planète qu'il s'était déjà passé quelque chose d'important il y a une dizaine d'années à Perpignan, et on va essayer de donner un nouveau souffle, montrer ces solutions, comme le dit Marie-France. C'est pas l'écologie punitive, pardon, c'est vraiment l'espoir, les solutions, montrer aux gens que tout est possible, comme on l'avait fait déjà avec le film Demain il y a quelques années. Alors justement, 50 speakers, 6 grands débats, 12 présentations de métiers donc du Nouveau Monde, 6 masterclass, des soirées événementielles, tout ça dans un même lieu, bien sûr. Interactif, où les gens vont pouvoir venir, peut-être avec leurs enfants aussi. Très interactif. Il y aura des ateliers pour les enfants. Il y aura, comme vous venez de le dire, des tables rondes, des plénières où tout le monde pourra s'exprimer et écouter. Et puis nous avons réussi à convaincre des gens comme Michel Kurtika, qui était le président de la COP24, Laurence Tubiana, Jean Jouzel, etc., qui nous accompagnent et qui vont venir délivrer des messages forts, nous l'espérons. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant que nous faisons, c'est le Créaton. Nous avons mobilisé les grandes écoles et les universités de notre région. Vous y teniez ça, que les jeunes soient très mobilisés. Mais absolument, parce que c'est leur avenir. Nous, on travaille pour la jeunesse. Et donc, nous avons fait un appel à projets qui portent sur des projets qui sont aussi bien soutenus par des start-up que par des entreprises déjà installées et qui veulent participer à cette transition écologique. Et ce sont les étudiants de ces grandes écoles et de ces universités qui vont sélectionner les 10 projets qui seront dévoilés à la plénière de clôture. Et l'idée, c'est de refaire cet événement chaque année pour faire un bilan de ce que nous avions dit, de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Et Dieu sait que nous avons du travail. Marie-France, c'est quoi? C'est une défiance envers les institutions, les gouvernements qui ne seraient pas capables, eux, de faire ce que vous allez faire, naître comme initiative dans les territoires? Qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. C'est la volonté de montrer que c'est une conviction profonde qu'à partir des citoyens et des territoires, c'est là que les choses se passent. Enfin, on le voit en ce moment dans l'actualité. Ce sont les citoyens qui font le devenir de leurs espaces de vie, et c'est très important qu'on puisse vraiment mettre en lumière et mettre en valeur tout le travail qui est fait dans les territoires. Alors, la préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on l'a vu avec toutes ces manifestations ces derniers mois, notamment celle des Gilets jaunes, bien sûr. La question, c'est est-ce qu'il y a des jobs à la clé? Est-ce que le développement économique qui naîtra de tout cela va procurer à ces jeunes dont vous parliez, Marie-France Marchand-Bailey, des jobs? C'est la clé, en fait. Toutes ces transitions amènent de nouveaux emplois. Il y a vraiment... On peut les décrire, vous avez une idée concrètement? Dans les énergies renouvelables, les emplois, ils se créent tous les jours. Pourquoi? Parce que il faut construire ces installations, il faut surtout les exploiter. Donc ça, ce sont des jobs non délocalisables. Il y a tout un tas de solutions industrielles. Il ne faut pas croire qu'on ne puisse pas réindustrialiser la France. Il y a tout un tas de projets, par exemple, ce qu'on est en train d'installer. On peut la réindustrialiser absolument, sans impacter
sa signature carbone sans impacter, pour aller dans l'autre sens, au fond. Je vous donne un exemple. On est en train de développer un projet de solaire flottant sur la commune de Piolingue, dans le Vaucluse, donc pas très très loin d'où ça va se passer, mais l'objectif c'est de rassembler un petit peu tous les départements et les régions. Et en fait, ces flotteurs sont fabriqués à Tulle, et on a un tel design et une telle performance technologique qu'on est compétitif. Pourquoi ? Parce que importer des flotteurs de Chine, par exemple, n'aurait aucun sens. Donc on peut, par la technologie, par les solutions qu'on propose, créer des jobs non délocalisables. C'est ce qu'on fait dans les énergies renouvelables. L'agriculture a un fort potentiel de création d'emplois, notamment avec l'agriculture bio et la permaculture. C'est ce qu'on va essayer de pousser aussi lors de ce salon. Il n'y a pas de limite, quelque part, à ces créations d'emplois à partir du moment où on s'engage vers ce monde nouveau qu'on essaye de proposer, qu'on va essayer de montrer ensemble avec Marie-France fin mars. Marie-France Marchand-Bailey, donc des éditions futures, très concrètes, où on fera le point par rapport aux éditions précédentes, vous l'expliquiez. Comment on finance ce type d'organisation ? Parce que j'ai vu le nombre d'intervenants, le temps que ça dure, l'ensemble des activités, j'imagine que ça coûte cher. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises privées aussi associées à ça. Oui, bien sûr, parce que les entreprises ont toute une responsabilité sociétale et elles ont compris qu'il était grand temps, la plupart ont compris qu'il était grand temps de bouger et de participer à ces choses. Et il n'y a pas seulement l'agriculture ou les énergies renouvelables. Nous avons repris tous les items des COP. Donc nous avons aussi la santé, l'éducation, la mobilité, l'habitat, etc. Tout ça va être traité. Donc ça intéresse un grand nombre d'entreprises et des collectivités locales, bien évidemment, au premier rang desquelles la région, qui est très sensibilisée à ces problèmes, puisque nous sommes la première région, l'Occitanie, en production de bio, et nous sommes la première en énergie renouvelable. Donc il y avait aussi une raison pour laquelle, et puis quand on parle d'emploi, nous aurons tous les emplois verts liés. Pensez à l'économie circulaire, pensez à toutes ces choses. Encore une fois, il faut que ce soit positif, il faut que ce soit porteur d'espoir. Voilà, du 29 au 31 mars, à Perpignan, on l'a dit, au Palais des Congrès, donc le monde nouveau qui émergera. Et bien sûr, on se fera régulièrement ici un point sur ces travaux, peut-être aussi regarder à travers le Journal des Territoires des reportages sur les choses concrètes. Merci beaucoup. Et surtout, je vous attends. Et nous viendrons. Merci. En tout cas, merci beaucoup à Marie-France Marchand-Bailey. Vous êtes vice-présidente du groupe La Dépêche, d'être venue parler de cet événement Le Monde Nouveau. Et Eric Soto, vous êtes président cofondateur d'Arcuor Énergie. Et vous êtes évidemment à des grosses sociétés actives, parce que j'en ai vu beaucoup. Je disais tout à l'heure qu'il y en avait énormément. Vous êtes co-organisateur. Voilà. Merci d'avoir été là ce matin. Christophe Gauthier, vous êtes éditorialiste à 100% radio, une radio importante à Toulouse. Vous êtes également le rédacteur en chef de VSD. C'est un peu plus léger. C'est le guide des carnavals dans VSD. Alors, j'ai vu qu'il y en avait partout. Alors, évidemment, dans les dom-toms, nous, on apprécie beaucoup Guadeloupe. J'ai vu Albi, j'ai vu Graville, j'ai vu Menton, j'ai vu, je sais plus, Paris, bien sûr, Douarnenez, Bordeaux aussi. Nice, Albi, Bordeaux, absolument. Carnaval, parce que c'est la saison des carnavals. Et c'est vrai que lorsqu'on pense au carnaval, on pense à Venise, on pense à Rio. Nous, non. Comme vous le savez, VSD a vraiment la volonté de s'ancrer dans les territoires et des carnavals, il y en a dans toute la France qui sont tous très très beaux. Très créatifs d'ailleurs, on voit les photos pendant que vous parlez. C'est toujours c'est l'occasion de laisser s'éclater une création visuelle locale importante. Et donc là vous voyez par exemple Annecy qui est sur la page de gauche, qui est un très 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 beau carnaval, qui est toujours une source d'inspiration très importante pour les photographes parce qu'évidemment le décor de la ville, le décor, cette vieille vie historique permet un écrin formidable. Surtout, ce qu'on veut dire, c'est avec ces carnavals, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller très 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 loin pour être dépaysé, que chacun. Le Brésil, c'est un peu dénudé, mais c'est sympathique aussi. On termine là-dessus parce que c'est évidemment, je dirais que c'est incontournable, c'est une très belle photo. On a évité les écoles de samba, mais encore une fois, ce qui est pour nous important, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de traverser la planète, qu'on peut aller dans le nord, qu'on peut aller en Bretagne, qu'on peut aller dans l'Est, évidemment dans le sud de la France, pour voir des choses qui sont ancrées dans les territoires, qui sont ancrées dans une tradition, qui font revivre. Et c'était très amusant à voir. Par exemple, vous parliez de Bordeaux, une ville que vous connaissez bien, qui vous est chère. Bordeaux, le carnaval de Bordeaux renaît depuis les années 90. Donc c'est cette volonté que les gens expriment d'être ensemble, de fêter. J'allais vous dire, oui, dans une actualité qui apparaît, on en parlait tout à l'heure, souvent morose,
C'est important cette soupape là de fraîcheur, de joie, c'est quelque chose... Oui, je crois que c'est vraiment essentiel aujourd'hui, ça l'était dans l'histoire, parce que le carnaval, vous savez que le carnaval, historiquement, il commence après l'épiphanie et puis il va jusqu'au Mardi Gras. Donc on fait la fête, on se déguise, on communie ensemble, on boit, ce sont les libations avant la période de carême qui nous emmènera jusque Pâques. Donc c'est en plus le reflet d'une tradition et d'une identité culturelle forte dans tous les territoires. On voit derrière vous Menton, par exemple, la fête du citron, qui est devenue un grand spectacle parce que on y décore des chars, ça occupe des gens, c'est généralement le projet d'une année pour des associations, pour une ville. Et puis, évidemment, ces carnavals, aujourd'hui, ça draine beaucoup de touristes. Donc, c'est un enjeu économique qui est très important pour des villes comme Albi, comme Nice, évidemment. Enfin, pour toutes les villes. Vous n'avez pas parlé de Toulouse, là, j'ai un problème, là. Avec Toulouse. Albi, bien sûr, mais Albi, vous savez qu'Albi, c'est un des plus vieux carnavals recensés dans la littérature. Il est présent depuis le Moyen-Âge. Toulouse, évidemment. Toulouse, cette année, d'ailleurs, on aime bien, il y a le mot qui rassemble les festivaliers de Toulouse, c'est « Rejoignez nos randonnions afin de ne pleurer que de rire ». Donc c'est un beau programme. Merci Christophe Gauthier, rédacteur en chef de VSD, donc les carnavals, le guide des carnavals à travers les territoires en France. Marie-France Marchand-Bailey, c'est ce monde nouveau, le monde nouveau, une planète bleue plus verte. J'aime bien le slogan, est vraiment bien. Donc à Perpignan du 29 au 31 mars, ainsi que Éric Soto, président cofondateur d'Arkeo Énergie. Merci d'avoir été nos invités. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Vous allez voir, c'est du beau temps qui arrive, et également dans les départements français des Outre-mer. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes, sera notre invité politique tout à l'heure sur ce plateau en direct. Tout de suite, on va aller regarder ce qui se passe du côté du monde, ce que vous devez retenir de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde avec notre partenaire TV5 Monde. Il s'agit bien sûr, pour commencer, de Donald Trump qui demande aux alliés européens de rapatrier leurs ressortissants retenus en Libye. A tout de suite avec l'invité politique. Merci. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Un demi-kilomètre carré, un confetti de territoire. Voilà ce qu'occupent encore aujourd'hui les combattants djihadistes en Syrie. Bon nombre ont été faits prisonniers, ils sont bien souvent étrangers. Pour les Américains, c'est donc aux pays européens dont ces combattants sont ressortissants à les rapatrier. D'où ce tweet du président. Les États-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'État islamique que nous avons capturés en Syrie afin de les juger. Les conseillers belges, britanniques, en concertation avec les Français, les Néerlandais, se pencheront sur ce délicat dossier dans les prochaines heures. Port-au-Prince s'éveille après 9 jours de manifestations, de violences, de routes bloquées, de paralysie. Auberne-Pierre, lui, demeure terré chez lui à répéter les leçons de français de sa fille de 8 ans, Tanora. Il n'a que 6 heures d'électricité par jour. Ça fait 3 jours que j'ai pas trouvé de l'eau. Son galon d'eau est vide. Auberne a cherché de l'eau potable pendant 3 jours, en vain. Mais Haïti n'est pas une ville. Les gens qui vivent en Haïti,
Je ne sais pas, mais pour moi, c'est de l'enfer. Il ne sait pas combien de temps il pourra encore envoyer sa fille à l'école. Il peine à payer les frais de scolarité. Malgré tout, Tanora rêve de devenir médecin. Dans son cœur d'enfant, tous les espoirs sont permis. Le travail est très dur. Il faut travailler très dur. La main droite levée, ils sont des milliers à faire allégeance. Comme une armée de bénévoles. Dans quelques jours, ils prendront la route, deviendront une caravane humanitaire pour aller chercher de l'aide aux différentes frontières du pays. Le président autoproclamé l'assure, cette aide internationale entrera au Venezuela le 23 février et ce ne sera qu'un début. C'est une communauté inquiète, venue hurler son écœurement. Un enfant du village, un albinos, est porté disparu. Et ils sont peu à se faire des illusions sur le sort du garçon. Sa propre mère cherche surtout désormais à sauver la petite sœur. Il y a un problème d'acceptation vis-à-vis de l'albinisme, parce que certains pensent que les organes des albinos peuvent apporter santé et richesse, ce qui est bien évidemment faux. Nous avons recensé 27 pays où il y a eu ce genre d'attaque.